Je m'appelle Carl, à 32 ans, j'ai bâti ma vie autour de la stabilité financière en tant que conseiller respecté travaillant à domicile dans la banlieue de Boston. L'année dernière, j'ai ouvert à contre-cœur mes portes à ma sœur récemment divorcée, Stéphanie, et à son fils de 12 ans, Trevor. Tout était gérable jusqu'à ce mardi où Trevor a demandé à m'emprunter ma carte de crédit pour acheter des collations à l'épicerie du coin. J'ai juste utilisé ta carte pour des collations, a-t-il mentionné nonchalamment à son retour. Le lendemain matin, j'ai regardé mon application bancaire avec incrédulité. $6 300 avaient disparu pendant la nuit. Quand je les ai confrontés, ma sœur a simplement haussé les épaules, les enfants restent des enfants. Avant de poursuivre cette histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous voulez plus d'histoires vraies sur les trahisons familiales et les moments qui mettent nos limites à l'épreuve. En grandissant dans un quartier modeste de la banlieue de Boston, mes parents m'ont inculqué l'importance de la responsabilité financière dès mon plus jeune âge. Mon père travaillait comme professeur de mathématiques dans un lycée tandis que ma mère gérait une petite librairie locale. Il n'était riche par aucune mesure, mais il comprenait la valeur de chaque dollar gagné. J'entends encore la voix de mon père, Carl. Épargne toujours pour les jours difficiles, car les tempêtes arrivent quand on s'y prépare le moins. Ces leçons ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai travaillé dur tout au long du lycée, en gardant un emploi à temps partiel dans la quincaillerie locale tout en maintenant des notes assez élevées pour obtenir une bourse partielle à l'université de Boston. L'université n'a pas été facile. Je jonglais entre mes études à temps plein et 2 emplois à temps partiel, survivant souvent de nouilles ramen et de café juste pour joindre les deux bouts. Mais ces difficultés m'ont appris la résilience et ont renforcé mon engagement envers la sécurité financière. Après avoir obtenu mon diplôme en finance, j'ai passé 8 ans à gravir les échelons dans une prestigieuse société d'investissement du centre-ville de Boston. Les horaires étaient brutaux, mais j'ai épargné de manière agressive, j'ai vécu bien en dessous de mes moyens et j'ai investi judicieusement. À 30 ans, je doute de constituer une clientèle suffisante pour me lancer à mon compte en tant que conseiller financier indépendant. Travailler à domicile m'a donné la liberté et le contrôle de mon emploi du temps tout en continuant à faire ce que j'aimais, aider les gens à assurer leur avenir financier. Ma maison coloniale de 3 chambres dans un quartier résidentiel calme représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé, la stabilité, l'indépendance et la sécurité. Ce n'était pas extravagant, mais c'était à moi, payé grâce à des années de planification minutieuse et d'épargne disciplinée. J'ai aménagé une chambre comme bureau à domicile, j'en ai gardé une autre pour les invités occasionnels et j'appréciais la paix de vivre seul. Ma vie n'était pas trépidante selon la plupart des critères, mais c'était exactement ce que je voulais, prévisible, organisée et financièrement saine. Puis il y avait Stéphanie, ma sœur cadette de 2 ans, mon opposé absolu en tout point. Là où j'étais prudent, elle était impulsive. Là où j'épargnais, elle dépensait. Là où je planifiais, elle vivait au jour le jour. Même enfant, ces différences étaient évidentes. J'économisais soigneusement mon argent de poche pendant des semaines pour acheter quelque chose de spécial, tandis que Stéphanie dépensait le sien immédiatement, puis flattait nos parents pour obtenir des avances sur ses futurs argents de poche. En grandissant, ces schémas n'ont fait que s'intensifier. Stéphanie a abandonné l'université communautaire après seulement un semestre, affirmant que c'était trop restrictif pour son esprit créatif. Elle a enchaîné les emplois dans la vente, ne restant jamais nulle part plus de quelques mois avant de s'ennuyer ou d'avoir des conflits avec la direction. Ces catastrophes financières étaient devenues une affaire de famille régulière. Je me souviens de la première fois que je l'ai dépannée. Elle avait 23 ans et m'avait appelé en sanglotant parce qu'elle était expulsée de son appartement. Elle devait 3 mois de loyer de retard, soit $2700. Bien que j'aie été moi-même un étudiant fauché, j'ai vidé mon fonds d'urgence pour l'aider après qu'elle a promis d'être plus responsable. 6 mois plus tard, elle a rappelé, cette fois pour des factures d'électricité impayées et un autre avis d'expulsion. Le schéma s'est poursuivi tout au long de sa vingtaine, dettes de cartes de crédit, prêts sur salaire, saisies de voitures, chaque fois accompagnées de promesses en larmes que cette fois-ci serait différente. Quand Stéphanie a rencontré James à 27 ans, j'ai espéré que le mariage la stabiliserait enfin. Pendant un certain temps, cela a semblé fonctionner. James avait un emploi stable de chef de chantier, et ils ont acheté une maison modeste dans un quartier populaire à environ 40 minutes de chez moi. Trevor est né 1 an plus tard, et pour la première fois, Stéphanie a semblé trouver un but et une stabilité. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Pendant que James faisait des heures supplémentaires pour faire vivre la famille,
Stéphanie a repris ses dépenses impulsives, vêtements de marque, soins coûteux en salon de coiffure, vacances impulsives qu'il ne pouvait pas se permettre. D'après des bribes de conversation lors de réunions de famille, j'ai compris que leur situation financière était devenue de plus en plus tendue, James travaillant de plus longues heures tandis que Stéphanie se plaignait d'être piégée dans la maternité de banlieue. Le divorce n'a surpris personne dans la famille. Après 14 ans de mariage, James a finalement atteint son point de rupture lorsqu'il a découvert que Stéphanie avait secrètement contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour rembourser des dettes de cartes de crédit, avant de maximiser à nouveau les plafonds de ses cartes. La procédure judiciaire a été laide, James présentant des années de preuves financières qui dépeignaient Stéphanie comme désespérément irresponsable. Elle a complètement perdu la maison en raison de paiements hypothécaires manqués, et le juge ne lui a accordé qu'une pension alimentaire minimale compte tenu de ses antécédents d'inconduite financière. C'est alors que Stéphanie s'est présentée à ma porte par un soir de pluie d'avril, Trevor boudant derrière elle. Tous deux étaient entourés de valises bouclées à la hâte. Son histoire est sortie entre deux sanglots. Il n'avait nulle part où aller, pas d'argent pour un dépôt de garantie, et ne pouvait absolument pas loger chez nos parents vieillissants qui vivaient dans un petit appartement en copropriété de retraite. Ce sera juste pour un mois, Carl. Juste le temps que je me remette sur pied, a-t-elle promis, son mascara coulant sur ses joues. J'ai déjà postulé à des emplois et James va bientôt commencer à payer la pension alimentaire. Nous ne poserons aucun problème. En regardant Trevor, qui malgré les défauts de sa mère restait mon neveu, j'ai accepté à contre-cœur. Je les ai installés dans la chambre d'amis, j'ai aidé Trevor à installer un matelas gonflable dans mon bureau à domicile et j'ai établi ce que je pensais être des règles de maison claires, il contribuerait aux courses et aux services publics. Respecterait mes horaires de travail et mon intimité, et s'efforcerait activement de trouver leur propre logement. Les premières semaines n'ont pas été terribles. Stéphanie a passé des entretiens pour plusieurs postes de vente, et Trevor semblait bien élevé, bien que plutôt calme et réservé. Mais alors qu'un mois s'étirait sur 2, puis 3, les signes d'alerte ont commencé à apparaître. La recherche d'emploi de Stéphanie est devenue moins intense. Elle a commencé à emprunter $20 par-ci, $40 par-là, toujours avec de vagues promesses de me rembourser quand les choses s'arrangeraient. J'ai commencé à remarquer de petits frais non autorisés sur ma carte de crédit, commande de restauration rapide, location de films, abonnement en ligne auquel je ne m'étais pas inscrit. Confrontée, Stéphanie avait toujours une excuse, « Oh, je croyais que tu avais dit que je pouvais l'utiliser pour les courses » ou « Trevor a dû voir le numéro de la carte quand tu as commandé de la pizza l'autre fois. » Bien qu'agaçante, aucune de ces dépenses n'était assez importante pour créer un conflit sérieux, jusqu'à ce fameux mardi de juillet où tout a changé. Ce mardi a commencé comme n'importe quelle autre journée de travail. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait mon jogging matinal, j'ai pris une douche et je me suis installé dans mon bureau à 8 heures. J'avais une réunion importante avec un client cet après-midi-là et je devais préparer une analyse de portefeuille complète. Ce client en particulier disposait d'actifs substantiels et j'espérais lui démontrer comment une restructuration de ses investissements pourrait augmenter considérablement ses rendements tout en réduisant les risques. La présentation se devait d'être parfaite. Vers 11h30, j'étais plongé dans les feuilles de calcul et les projections financières quand Trevor a frappé à la porte de mon bureau. Bien que j'aie une règle stricte d'interdiction des interruptions pendant les heures de travail, je lui ai fait signe d'entrer tout en gardant les yeux fixés sur les calculs complexes sur mon écran. « Oncle Carl, je peux avoir de l'argent pour des collations ?» a demandé Trevor, debout dans l'encadrement de la porte. Maman est partie chercher du travail et j'ai vraiment faim. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, réalisant que j'avais sauté le déjeuner et que j'avais un délai serré. « Il y a plein de nourriture dans le réfrigérateur, Trevor. Fais-toi un sandwich. » « Mais je voulais vraiment des chips et peut-être une glace à l'épicerie du coin, » a-t-il insisté. « S'il te plaît, je m'ennuie tellement ici toute la journée. » Toujours concentré sur mon travail et voulant éviter une longue discussion, j'ai cherché mon portefeuille pour me rendre compte qu'il était dans ma chambre. Sans trop y réfléchir, j'ai sorti ma carte de crédit de secours du tiroir de mon bureau. Ce n'était pas ma carte principale, mais une carte que je gardais pour les urgences. « Tiens, » lui ai-je dit en la lui tendant. « Va juste chez Miller au coin de la rue. $10 maximum, d'accord ? J'ai besoin de récupérer la carte dans 15 minutes. » Trevor a hoché la tête avec enthousiasme, mais au moment de partir, j'ai capté une expression étrange sur son visage, un léger rictus qui aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela,
j'ai mis cela sur le compte d'une attitude d'adolescent et je me suis remis au travail, déjà reconcentré sur ma tâche. À 15 heures, j'ai réalisé 2 choses simultanément, mon rendez-vous client commençait dans 30 minutes, et Trevor ne m'avait jamais rendu ma carte de crédit. Agacé mais pressé par le temps, j'ai décidé de régler cela après ma réunion. J'ai supposé qu'il avait probablement oublié et qu'il regardait la télévision ou jouait à des jeux vidéo dans le salon. Ma visioconférence avec le client s'est exceptionnellement bien déroulée, durant près de 2 heures pendant lesquelles nous avons discuté en détail de diverses stratégies d'investissement. Quand je suis enfin sorti de mon bureau vers 17h30, j'ai trouvé Trevor affalé sur le canapé, jouant à un jeu vidéo que je ne connaissais pas sur mon grand téléviseur. « Et, où est ma carte de crédit ?» ai-je demandé, remarquant qu'il portait ce qui semblait être un nouveau casque de jeu. Élégant, d'apparence coûteuse, avec des accents bleus lumineux. Trevor a à peine levé les yeux de son jeu. « Elle est sur le comptoir de la cuisine », a-t-il dit d'un ton plat. Je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé la carte posée contre la cafetière. « Tu as mis du temps pour de simples collations », ai-je commenté en revenant dans le salon. « Et d'où vient ce casque ?» Trevor a haussé les épaules, les yeux rivés sur l'écran. « J'ai juste utilisé ta carte pour des collations », a-t-il dit d'un ton si détaché que cela semblait presque répété. Quelque chose dans son attitude me dérangeait, mais j'étais fatigué après une longue journée et j'avais encore des emails de suivi à envoyer à mon client. « Nous en reparlerons plus tard », ai-je dit fermement. Et ce casque a intérêt à ne pas avoir été acheté avec ma carte. Stéphanie n'est revenue qu'après 20 heures ce soir-là. Quand je lui ai demandé où elle avait passé la journée à chercher soi-disant du travail, elle a donné des réponses vagues au sujet de multiples entretiens et opportunités de réseau, sans fournir de détails précis. Elle semblait distraite et a rapidement changé de sujet pour se plaindre du prix des appartements et des exigences déraisonnables des propriétaires en matière de vérification de crédit. Du nouveau pour la recherche d'emploi, ai-je insisté, remarquant qu'elle n'avait aucun document ni carte de visite qui accompagne généralement les entretiens. Ces choses prennent du temps, Karl, a-t-elle rétorqué. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une petite carrière parfaite comme la tienne. Certains d'entre nous doivent lutter. Sentant sa défensive, j'ai décidé d'aborder plutôt le sujet du comportement de Trevor. Trevor a emprunté ma carte de crédit aujourd'hui pour des collations, mais il est parti pendant des heures et est revenu avec ce qui ressemble à un casque de jeu très cher. Tu sais quelque chose là-dessus ? Stéphanie a jeté un coup d'œil vers Trevor, toujours absorbé par son jeu, puis a haussé les épaules d'un air dédaigneux. Il est probablement juste allé chez son ami Jack. Tu sais comment sont les enfants, ils perdent la notion du temps. Et le casque, ai-je persisté. Oh, ce vieux truc. Son père l'a envoyé la semaine dernière, a-t-elle dit rapidement. James essaie toujours d'acheter l'affection de Trevor avec des cadeaux coûteux au lieu de faire de la vraie éducation. Son explication ne me paraissait pas convaincante, mais j'étais trop épuisé pour insister davantage. Je me suis rappelé que je n'avais autorisé que $10 et que je pourrais toujours vérifier mon compte le lendemain matin si je m'inquiétais. Sûrement que Trevor n'aurait rien fait de vraiment inapproprié avec ma carte. Après tout, il n'avait que 12 ans. Le lendemain matin, je me suis réveillé à mon heure habituelle et j'ai suivi ma routine normale. Après mon jogging et ma douche, je me suis installé à la table de la cuisine avec mon café et j'ai ouvert mon application bancaire pour examiner mes comptes, une habitude quotidienne forgée par des années de discipline financière. Ce que j'ai vu m'a fait m'étouffer avec mon café. De multiples transactions datant de la veille apparaissaient sur ma carte de crédit de secours. Pas seulement 1 ou 2 petits achats, mais une liste stupéfiante de dépenses totalisant $6 300. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler les transactions. Un ordinateur de jeu à $1800. 3 achats distincts chez Electronics Warehouse pour un total de plus de $900. Des cartes cadeaux numériques achetées en ligne pour diverses plateformes de jeux, $500 par-ci, $300 par-là. Des achats intégrés dans plusieurs jeux, certains répétés plusieurs fois. Des retraits d'argent dans des distributeurs automatiques à l'autre bout de la ville, chacun juste en dessous de la limite quotidienne. 2 billets d'avion pour Orlando, en Floride, pour un total de près de $700. Et le plus inquiétant de tout, une réservation d'hôtel en attente dans un complexe hôtelier près de Disney World pour le week-end suivant. Il ne s'agissait pas d'une folie impulsive d'un enfant achetant trop de friandises. C'était un vol calculé et systématique. Je me suis levé si brusquement que ma tasse de café s'est écrasée sur le sol, se brisant et répandant son contenu sur le carrelage de la cuisine.
Le bruit a attiré Stéphanie et Trevor dans la cuisine, encore en pyjama, l'air surpris. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je exigé, tournant l'écran de mon téléphone vers eux pour leur montrer la liste interminable de transactions. Trevor a immédiatement baissé les yeux, évitant mon regard, mais Stéphanie s'est avancée, jetant un coup d'œil rapide à l'écran. « Qu'est-ce que je regarde, Karl ?» a-t-elle demandé d'un ton agaçant de nonchalance. 6 300 $ de frais non autorisés sur ma carte de crédit, celle que j'ai donnée à Trevor pour des collations hier, ai-je dit, luttant pour garder une voix calme. « Tu as une explication ?» Trevor a remué les pieds, mais est resté silencieux. Stéphanie a posé un bras protecteur sur ses épaules. « Je suis sûr qu'il y a une erreur, » a-t-elle dit. Trevor ne ferait jamais une chose pareille. « N'est-ce pas, mon chéri ?» Trevor a marmonné quelque chose d'inaudible, les yeux toujours rivés au sol. « Ces transactions datent d'hier après-midi, » ai-je poursuivi en faisant défiler la liste. Équipement de jeu, achat en ligne, retrait d'espèces, billets d'avion pour la Floride à vos noms. Allez-vous sérieusement nier cela? L'expression de Stéphanie est passée d'une confusion feinte à une nonchalance méprisante avec une rapidité alarmante. Écoute, même si Trevor a utilisé la carte pour quelques extras, les enfants restent des enfants, non? Il n'a probablement pas compris la valeur de l'argent. Tu as juste à appeler la banque et à expliquer que c'était un malentendu. Je l'ai dévisagé avec incrédulité. Quelques extras. Il s'agit de plus de 6 000 $, et les billets d'avion à ton nom suggèrent que tu étais impliqué toi aussi. Stéphanie a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu réagis de manière excessive. C'est juste de l'argent et nous savons tous que tu peux te le permettre. Tu es probablement juste en colère parce que tu ne l'as pas autorisé d'abord, mais honnêtement, Karl, tu aurais dit non comme tu le fais toujours. Tu es tellement près de tes sous. C'est ridicule. Ce n'est pas une question d'être près de mes sous, ai-je dit, sentant ma tension artérielle monter. C'est un vol, Stéphanie. Pur et simple. Un vol au sein de la famille. Elle a ri avec incrédulité. Elle est bien bonne, Karl. La famille est de la famille. Si tu n'étais pas un tel radin tout le temps, Trevor n'aurait peut-être pas eu à prendre les choses en main. J'ai tourné mon attention vers Trevor, qui s'était réfugié derrière sa mère. Trevor, as-tu fait ces achats avec ma carte? Avant qu'il ne puisse répondre, Stéphanie s'est interposée. Ne l'interroge pas comme s'il était un criminel. C'est juste un enfant. Un enfant qui sait apparemment comment effectuer des achats complexes en ligne et des retraits au distributeur, ai-je rétorqué. Trevor, je te le demande directement. As-tu utilisé ma carte pour faire ces achats? Trevor a finalement levé les yeux, une expression de défi étrangement similaire à celle de sa mère sur le visage. Tu as dit que je pouvais utiliser la carte, a-t-il marmonné. Pour 10 $ de collation à l'épicerie du coin, pas pour des milliers de dollars en électronique et en projet de vacances. Eh bien, tu aurais dû être plus précis, a coupé Stéphanie. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Non seulement ils admettaient le vol, mais ils parvenaient d'une manière ou d'une autre à inverser les rôles pour faire de moi le coupable. À ce moment-là, en observant la posture défensive de Stéphanie et l'innocence feinte de Trevor, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur impulsive. C'était une exploitation calculée de la part de personnes qui ne me voyaient pas comme un membre de la famille à respecter, mais comme une ressource à vider. Après cette première confrontation, je me suis retiré dans mon bureau, verrouillant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient sous l'effet d'un mélange de rage et d'incrédulité alors que j'essayais de digérer ce qui venait de se passer. 6 300 $ disparus, pas par accident, pas à cause d'une erreur bancaire, mais délibérément volés par ma propre famille qui tentait maintenant de me manipuler psychologiquement à ce sujet. J'ai pris plusieurs grandes inspirations pour réfléchir calmement à mes options. Le conseiller financier en moi a immédiatement calculé l'impact que cela représentait, près de 2 mois de mensualité de prêt hypothécaire ou une part importante de mon fonds d'urgence. Bien que je puisse techniquement absorber la perte, cela allait retarder plusieurs de mes objectifs financiers. Plus important encore, la rupture de confiance m'a fait l'effet d'un coup physique. Une partie de moi voulait appeler la police immédiatement. Ce que Stéphanie et Trevor avaient fait était sans équivoque une fraude à la carte de crédit, un crime grave passible de poursuite pénale. Mais une autre partie hésitait. C'était la famille. Trevor n'avait que 12 ans, fortement influencé par sa mère, mais restait un enfant.
Faire intervenir les forces de l'ordre allait-il l'aider ou le pousser encore plus loin sur une voie destructrice? Je me suis rappelé notre enfance, les innombrables fois où nos parents avaient sorti Stéphanie d'affaires sans conséquences sérieuses. Leur protection bien intentionnée n'avait fait qu'encourager son comportement, créant l'adulte pleine de droits qui se tenait maintenant dans ma cuisine, apprenant à son fils que prendre aux autres était justifié si on le voulait assez fort. Est-ce que je perpétuais le même cycle en ne signalant pas immédiatement le vol? Ou y avait-il une voie médiane, permettant d'établir des limites fermes tout en préservant une chance de reconstruire notre relation? J'ai décidé de rassembler plus d'informations avant de prendre des doutes radicaux. En ouvrant mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon système de sécurité domestique. J'avais installé des caméras dans les espaces communs de la maison lorsque j'avais lancé mon activité de conseil financier, principalement pour protéger les données de mes clients. Je vérifiais rarement les enregistrements, les considérant surtout comme un moyen de dissuasion, mais j'étais maintenant reconnaissant pour cette prévoyance. En remontant les enregistrements de la veille, j'ai trouvé exactement ce que je craignais. La caméra du salon montrait Trevor non seulement en train de prendre ma carte dans mon bureau, mais photographiant méthodiquement toutes les cartes de crédit et de débit de mon portefeuille, documentant soigneusement les deux côtés de chaque carte avec son téléphone. La caméra de la cuisine l'avait filmé en train de passer des appels téléphoniques pendant que j'étais en réunion avec mon client, dictant les numéros de carte et les codes de vérification. Plus inquiétant encore, une séquence montrait Stéphanie rentrer à la maison beaucoup plus tôt qu'elle ne l'avait prétendu, examinant le matériel de jeu que Trevor avait acheté et l'aidant à cacher les cartons dans leur chambre. Ils étaient clairement de mèche, Trevor exécutait le plan, mais Stéphanie était pleinement consciente et complice. Les preuves étaient indéniables, ce qui a mis fin à mon indécision. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'enfance impulsive. C'était un plan calculé. Pourtant, avant de faire intervenir les autorités, j'ai voulu leur donner une dernière chance d'avouer et de se racheter. J'ai rassemblé les preuves, puis j'ai convoqué une réunion de famille dans le salon le soir même. Calmement et méthodiquement, j'ai présenté les images de sécurité, les relevés de transactions et la chronologie documentée des événements. Je vous donne à tous les deux l'opportunité de vous expliquer, ai-je dit calmement après leur avoir montré les preuves irréfutables de leurs actes. Je veux comprendre pourquoi vous avez pensé qu'un tel comportement était acceptable. La réaction de Stéphanie a été immédiate et explosive. Tu nous espionnes. Quel genre de tordu filme sa propre famille? C'est une grave violation de notre vie privée, Karl. C'est ma maison, et ces caméras ont été installées bien avant que vous n'emménagiez, ai-je répondu, refusant de me laisser déstabiliser. Et elles viennent de documenter une fraude financière grave. J'aimerais une explication, pas des esquives. Oh, et voilà encore le délire de pouvoir avec le coup de ma maison, a ricané Stéphanie. Toujours à nous jeter ta réussite à la figure. Tu sais quoi? Je parie que tu inventes tout ça juste pour nous jeter dehors parce que tu es trop égoïste pour aider ta famille dans le besoin. Trevor, suivant l'exemple de sa mère, a renchéri avec une indignation répétée. Ouais, oncle Karl, tu as dit que je pouvais utiliser la carte. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas dit pourquoi faire. J'ai spécifiquement dit $10 pour des collations à l'épicerie du coin, ai-je répliqué en gardant mon sang-froid. Cela ne se traduit pas par des milliers de dollars en équipement de jeu et en projets de vacances. Tu le sais très bien, Trevor. Eh bien, si tu n'étais pas aussi ratatiné sur ton argent tout le temps, est intervenue Stéphanie, nous n'aurions pas eu à faire ça. As-tu la moindre idée de la difficulté de vivre ici avec tes jugements constants? Trevor a droit à des expériences d'enfant normales. Les expériences d'enfant normales n'incluent pas la fraude à la carte de crédit, ai-je dit fermement. Ce que tu lui as appris, c'est qu'il est acceptable de voler quand on veut quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir. Tu le prépares à l'échec dans la vie, Stéphanie. Le visage de Stéphanie s'est contracté de rage. Ne t'avise pas de remettre en question mon éducation. Tout le monde n'a pas eu tes privilèges, Karl. Certains d'entre nous ont dû lutter. Si tu signales cela, je m'assurerai que toute la famille sache comment tu nous as maltraités, contrôlant nos moindres mouvements, nous espionnant et privant un enfant du strict minimum. Elle est sortie de la pièce en tempêtant, claquant la porte de sa chambre si fort qu'un cadre photo est tombé du mur, le verre se brisant sur le parquet, une métaphore parfaite de ce qui arrivait à notre relation familiale. Trevor a hésité un instant, et j'ai cru percevoir une lueur de honte dans ses yeux avant qu'elle ne soit remplacée par le même air de supériorité provocateur que sa mère affichait. Il l'a suivi sans un mot, claquant sa porte avec la même force. La réunion n'avait rien donné,
si ce n'est confirmer ce que je soupçonnais déjà, il n'y aurait aucune reconnaissance des torts, aucun remords sincère, et certainement aucune restitution volontaire. Stéphanie préparait déjà sa version de l'histoire pour le reste de la famille, se faisant passer pour la victime et me peignant en méchant. Au cours des jours suivants, la situation s'est encore détériorée. J'ai découvert que Stéphanie utilisait mon adresse personnelle pour demander de nouvelles cartes de crédit à son nom. J'ai trouvé le courrier avant elle, 3 cartes préapprouvées avec des taux d'intérêt élevés et des plafonds initiaux bas. Exactement le genre de produit financier prédateur qui cible les personnes ayant de mauvais antécédents de crédit. En rangeant un peu le salon, j'ai trouvé une liste imprimée de mémos de passe bancaires dans le sac à dos de Trevor. Il m'avait apparemment observé pendant que je me connectais et avait noté mes identifiants. À côté des mots de passe se trouvait une liste d'articles avec leur prix, le voyage à Disney World étant entouré plusieurs fois au stylo rouge. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque j'ai surpris Stéphanie au téléphone en train de planifier en détail leur voyage en Floride, mentionnant qu'ils partiraient avant que je ne comprenne ce qui s'était passé avec la carte de crédit. Quand je l'ai confronté à ce sujet, Trevor est entré dans une rage folle, jetant mon ordinateur portable à travers la pièce en hurlant que je gâchais tout. En contemplant mon ordinateur endommagé qui contenait tous mes dossiers clients et mes données professionnelles, quelque chose s'est durci en moi. Il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de ne plus cautionner un comportement destructeur qui finirait par blesser Trevor bien plus que moi. En laissant faire, je n'étais pas gentil. J'étais complice d'apprendre à un enfant que les actes n'ont pas de conséquences. La dernière réplique de Stéphanie, alors qu'elle s'éloignait en tempêtant après notre dernière confrontation, a tout résumé: si tu n'étais pas si radin avec ton précieux argent, nous n'aurions pas besoin de faire ça. La famille est censée partager ce qu'elle a. À cet instant, j'ai su exactement ce que je devais faire. Cette nuit-là, après que Stéphanie et Trevor se furent couchés, je suis resté assis seul dans mon bureau sombre, le poids de la situation pesant lourdement sur moi. La maison était silencieuse, à l'exception du grincement occasionnel de la charpente et du bruit lointain des ronflements de Trevor. Mon esprit était assailli par des émotions contradictoires, trahison, colère, déception et, sous tout cela, une profonde tristesse face à ce qu'était devenue notre relation familiale. J'avais toujours cru que la famille devait se soutenir mutuellement, mais quelque part en cours de route, ce soutien s'était transformé en une complaisance face à un comportement destructeur. La vérité que je devais affronter était douloureuse mais claire. En sauvant continuellement Stéphanie des conséquences de ses actes, notre famille avait contribué à créer la personne qui se sentait maintenant en droit de me voler et d'apprendre à son fils à faire de même. Le vrai soutien signifiait établir des limites. Le véritable amour signifiait parfois laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leur choix. Et dans ce cas, la vraie responsabilité consistait à protéger non seulement mes finances, mais aussi à empêcher Trevor d'apprendre que le vol et la manipulation étaient des stratégies de vie acceptables. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Michael, un ami de l'école de droit qui s'était spécialisé dans les délits financiers. Malgré l'heure tardive, il a répondu et m'a écouté patiemment exposer la situation sans minimiser ni excuser ce qui s'était passé. Carl, c'est un cas d'école de fraude à la carte de crédit, a dit Michael après que j'ai eu fini. Le fait que ce soit de la famille ne change rien à la réalité juridique. Ce qu'ils ont fait est passible de poursuites pénales, surtout avec la somme en jeu et la préméditation évidente sur les images de sécurité. Je ne veux pas nécessairement porter plainte au pénal, ai-je expliqué, surtout contre Trevor. C'est juste un gamin qui suit l'exemple de sa mère. Je comprends cela, a répondu Michael. Mais tu dois te protéger financièrement et juridiquement. Si tu ne signales pas cela comme une fraude, tu pourrais être tenu responsable de ces dépenses. Et il y a un autre élément à prendre en compte, sans conséquences officielles, qu'est-ce qui les empêchera de refaire le coup à quelqu'un d'autre? Nous avons discuté des différentes options pendant près d'une heure, pesant les aspects juridiques, financiers et familiaux. Lorsque nous avons raccroché, j'avais un plan clair en plusieurs étapes qui allait protéger mes actifs tout en provoquant le signal d'alarme nécessaire pour Stéphanie et Trevor. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison avant l'aube, me disant qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de briser un cycle destructeur qui finirait par nuire à tout le monde, en particulier à Trevor. Mon premier arrêt a été ma banque, où j'avais un rendez-vous d'urgence avec le service des fraudes dès l'ouverture. La spécialiste des fraudes, une femme compatissante nommée Diane, a examiné les preuves que j'avais rassemblées, relevés de transactions, images de sécurité et notes détaillées des conversations qui avaient suivi. Elle n'a pas semblé surprise. Apparemment,
les fraudes financières familiales étaient plus courantes que la plupart des gens ne le pensaient. Malheureusement, Monsieur Wilson, c'est un cas flagrant d'utilisation non autorisée, a-t-elle confirmé après avoir tout examiné. Nous allons devoir déposer des rapports officiels pour lancer le processus de rétrofacturation et geler les comptes compromis. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Que se passe-t-il ensuite? Nous allons vous émettre immédiatement de nouvelles cartes avec des numéros différents. Les déclarations de fraude feront l'objet d'une enquête, ce qui prend généralement de 10 à 14 jours ouvrables. Pendant ce temps, nous devrons signaler cela au bureau de crédit et éventuellement aux forces de l'ordre, selon les résultats de notre enquête. Et les frais, seront-ils annulés? Ai-je demandé, pensant à l'impact financier. Dans des cas présentant ce niveau de preuve, oui, les frais devraient être annulés une fois que l'enquête aura confirmé la fraude. Mais je dois vous avertir, cela impliquera nécessairement de documenter l'identité de la personne qui a effectué les achats non autorisés. Êtes-vous prêt à cela? J'ai pris une grande inspiration. Oui. Je dois faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Après avoir rempli les documents nécessaires à la banque, mon arrêt suivant a été le cabinet de mon avocat, où nous avons rédigé un avis formel d'expulsion, donnant à Stéphanie et Trevor 30 jours pour quitter ma propriété. Cela semblait sévère, mais après consultation avec mes conseillers juridiques et financiers, il était clair que continuer à les loger créait une responsabilité que je ne pouvais pas assumer, tant financièrement qu'émotionnellement. De retour chez moi, j'ai passé l'après-midi enfermé dans mon bureau à utiliser mes compétences financières pour mener une enquête approfondie sur les comptes liés à mon adresse. Ce que j'ai découvert était pire encore que ce que j'avais imaginé. Stéphanie avait tenté d'ouvrir plusieurs nouveaux comptes de crédit en utilisant mes informations personnelles, notamment une carte de crédit de magasin avec une limite de $6 000 et une demande de prêt automobile pour un véhicule de luxe. Grâce à mes relations professionnelles, j'ai placé des alertes à la fraude sur mes rapports de crédit auprès des 3 principaux bureaux, empêchant ainsi l'ouverture de tout nouveau compte sans vérification supplémentaire. J'ai changé chaque mot de passe, question de sécurité et code d'accès de mes comptes financiers, de mes emails et de mon système de sécurité domestique. J'ai commandé une boîte aux lettres à verrouillage pour le lendemain. À l'approche du soir, j'ai passé systématiquement en revue chaque carte et chaque compte susceptible d'être compromis. J'ai contacté chaque société de cartes de crédit pour leur expliquer la situation et demander un gel immédiat. Pour les comptes auxquels Stéphanie aurait pu avoir accès, j'ai initié des protocoles de sécurité pour les verrouiller. J'ai configuré des alertes SMS pour toute transaction supérieure à $20 sur l'un de mes comptes. Plus important encore, j'ai retracé les liens entre mes comptes et ceux que Stéphanie avait configurés en utilisant mon adresse. Bien qu'elle ne puisse pas accéder directement à mes comptes, elle avait créé un réseau de liens financiers qui pouvait potentiellement affecter ma solvabilité et ma situation financière. Un par un, j'ai rompu ces liens, documentant tout méticuleusement pour ma protection juridique et d'éventuelles réclamations d'assurance. Ce travail était épuisant, mais indispensable. À minuit, j'avais sécurisé mon périmètre financier, mais il restait une étape cruciale, m'assurer que les cartes que Stéphanie et Trevor pensaient pouvoir utiliser soient complètement inaccessibles. En utilisant les protocoles d'urgence de la banque, j'ai gelé toutes les cartes liées à leurs achats non autorisés. Pas seulement mes cartes compromises, mais aussi toutes les nouvelles cartes que Stéphanie avait demandées en utilisant mon adresse. Le système signalerait et refuserait toute tentative d'utilisation de ces cartes, quel que soit le montant ou le lieu. Pour les comptes qui ne pouvaient pas être complètement gelés immédiatement, j'ai réduit le crédit disponible à 0 ou mis en place une surveillance spéciale qui refuserait tout nouveau débit tout en permettant le traitement des paiements automatiques existants. Protégeant ainsi ma cote de crédit tout en empêchant de nouveaux abus. La dernière pièce du puzzle était la plus difficile, tout documenter en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. J'ai rassemblé toutes les preuves photos, vidéos, relevés de transactions, conversations et je les ai téléchargées sur un espace de stockage cloud sécurisé, envoyant des copies à mon avocat et à mon conseiller financier. Il était près de 2 heures du matin quand j'ai terminé. La maison était silencieuse alors que je rangeais les documents financiers physiques dans mon coffre-fort ignifuge et verrouillais mon bureau. En passant devant la chambre d'amis où Stéphanie et Trevor dormaient, bien inconscient de la forteresse financière que je venais de bâtir autour de mes comptes, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La colère et la trahison qui m'avaient animé toute la journée avaient laissé place à de l'apaisement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Ce n'était pas une punition. C'était l'établissement de limites. Et peut-être,
s'ils étaient prêts à en tirer des leçons, cela pourrait être le premier pas vers une véritable responsabilisation et un changement. Je me suis enfin couché vers 3 heures du matin, réglant mon réveil pour 6 heures afin d'être réveillé lorsque la réalité frapperait. En m'endormant, j'ai réalisé que la journée du lendemain allait changer notre dynamique familiale à jamais. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le bip strident de mon réveil m'a tiré d'un sommeil agité. À 6 heures pile, je l'ai éteint rapidement et je suis resté immobile un instant, à l'écoute de la maison silencieuse. Bien que physiquement épuisé par seulement 3 heures de sommeil, mon esprit était étonnamment alerte, prêt à affronter ce qui allait arriver. Plutôt que de me lever immédiatement, j'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de mes caméras de sécurité, passant au flux en direct du couloir et de la cuisine. Bien que je me sente légèrement mal à l'aise d'espionner ma sœur et mon neveu, les doutes de la veille avaient balayé toute confiance restante. J'avais besoin de voir leurs réactions authentiques, pas la comédie qu'ils joueraient une fois qu'ils sauraient que je les observais. Pendant près de 15 minutes, rien ne s'est passé. Puis, pile à l'heure, Stéphanie est sortie de la chambre d'amis dans son peignoir, les cheveux ébouriffés par le sommeil. C'était sa routine habituelle. Elle vérifiait toujours son téléphone dès le matin, parcourant généralement les réseaux sociaux, et je comprenais maintenant qu'elle consultait ses applications bancaires pour planifier ses dépenses de la journée. Elle s'est traînée jusqu'à la cuisine, s'est versé un café et s'est installée à la table. Je l'ai regardé prendre son téléphone, tapotant l'écran avec la confiance tranquille de quelqu'un qui s'attend à ce que tout soit normal. Puis est venu le moment que j'attendais. Son langage corporel a changé brusquement, elle s'est tendue en tapotant l'écran de manière plus urgente, son visage passant d'une indifférence ensommeillée à une panique confuse. Elle a essayé une autre application, puis une autre. Ses mouvements devenaient de plus en plus frénétiques. Lorsqu'elle a tenté de faire un achat en suivant ses habitudes de navigation, le rejet de la transaction a été évident à la façon dont elle a claqué le téléphone sur la table, avant de le reprendre immédiatement pour essayer une autre carte. Après la 4e tentative infructueuse, c'est arrivé, un cri strident a glacé le sang qui a semblé faire trembler les murs de la maison, suivi d'une série de jurons à faire rougir un marin. « Trevor! Trevor, viens ici tout de suite » a-t-elle hurlé si fort que je n'avais pas besoin des caméras de sécurité pour l'entendre. Quelques secondes plus tard, Trevor a débarqué dans la cuisine en se frottant les yeux. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les cartes ne marchent pas. Aucune d'elles. Tout est gelé, » a dit Stéphanie, la voix aiguë de panique et de rage. « Tu as fait une bêtise. Tu as essayé d'acheter un truc trop cher qui a bloqué le compte ?» Le visage de Trevor s'est décomposé en comprenant les paroles de sa mère. « Quoi? Non, j'ai acheté seulement ce que tu avais dit, d'accord. » Ils ont vérifié frénétiquement plusieurs comptes, leur panique grandissant à chaque échec. Stéphanie a passé plusieurs appels aux banques, mais je savais ce qu'elle allait s'entendre dire, compte signalé pour enquête de fraude, aucune transaction possible, veuillez vous présenter à votre agence locale avec une pièce d'identité pour plus d'assistance. La réalité s'est imposée à eux en même temps. Ce n'était pas un problème technique. C'était délibéré. D'un même élan, ils ont tourné la tête vers la porte de ma chambre. Sur l'enregistrement de sécurité, j'ai vu l'expression de Stéphanie passer de la panique à la fureur alors qu'elle s'élançait dans le couloir, frappant à ma porte à 2 points. « Karl, ouvre cette porte tout de suite. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» Chaque mot était ponctué d'un nouveau coup sur la porte. « Je sais que tu es là. Ouvre. » J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert la porte pour faire face directement à la rage non filtrée de ma sœur. Son visage était contracté, ses yeux sauvages, son peignoir de travers à cause de son approche violente. « Qu'est-ce que tu as fait de nos comptes, bordel ?» a-t-elle exigé, essayant de me bousculer pour entrer dans ma chambre. Je suis resté ferme, lui barrant l'entrée. « Je n'ai rien fait à tes comptes, Stéphanie. J'ai protégé les miens contre la fraude. Il y a une différence. Tu as tout gelé. On ne peut accéder à aucun argent. Comment sommes-nous censés vivre ?» Sa voix s'est brisée sous l'effet d'un mélange de colère et de ce qui ressemblait presque à de la peur. De la même manière que la plupart des gens honnêtes, ai-je répondu calmement. Les cartes que vous utilisiez ont été obtenues de manière frauduleuse en utilisant mes informations personnelles et mon adresse. Les banques ont été prévenues et les transactions frauduleuses font l'objet d'une enquête. Tu nous as dénoncés aux banques, a-t-elle crié d'une voix suraiguë. Ta propre famille. Comment as-tu pu ?
J'ai signalé des transactions non autorisées, ce qui est exactement ce qu'elles étaient, les jeux corrigés. À quoi t'attendais-tu, Stéphanie? À ce que j'encaisse un vol de $6 000 en prétendant que tout allait bien? Trevor avait rejoint sa mère dans le couloir, le visage pâle. Mais elle devait fonctionner pendant au moins une autre semaine. On avait tout vérifié. Son aveu involontaire est resté suspendu dans l'air. Stéphanie lui a jeté un regard d'avertissement, mais il était trop tard. Au moins, tu es honnête maintenant, ai-je dit à Trevor. Oui, les cartes frauduleuses fonctionnent généralement jusqu'à ce qu'elles soient signalées. Elles l'ont été. La tactique de Stéphanie a changé instantanément, passant de la rage à la manipulation. Ses traits se sont adoucis et des larmes ont rempli ses yeux. Karl, s'il te plaît. Nous traversons une période si difficile. Trevor a besoin de stabilité. J'allais te rembourser chaque centime une fois que je serai remise sur pied. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal intentionnellement. Comme tu as remboursé les $3 000 de l'année dernière? Ou la caution pour l'appartement avant cela? Ou le prêt de voiture d'il y a 5 ans? Ai-je répliqué. Ce schéma doit s'arrêter, Stéphanie. Cela ne t'aide pas, et cela enseigne à Trevor des habitudes destructrices qui le suivront jusqu'à l'âge adulte. Son masque s'est effondré aussi vite qu'il était apparu, la rage revenant de plus belle. Très bien. C'est comme ça. J'appelle papa et maman. On va voir ce qu'ils pensent du fait que tu jettes leur petit-fils à la rue. Vas-y, ai-je dit, surpris de mon propre calme. Je leur ai déjà parlé. C'était un bluff. Je n'avais pas encore contacté nos parents, mais je connaissais le mode de fonctionnement de Stéphanie. Elle courait toujours vers eux lorsqu'elle était acculée, déformant les situations pour se faire passer pour la victime. Elle a sorti son téléphone et est retournée dans la chambre d'amis en composant le numéro. Trevor est resté dans le couloir, l'air incertain pour la première fois depuis le début de cette histoire. Qu'est-ce qui va nous arriver? A-t-il demandé doucement, retrouvant soudain la voix d'un enfant de 12 ans qu'il était plutôt que celle du complice de ces derniers jours. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai ressenti une satisfaction amère. C'était exactement qui j'attendais. Je dois prendre cet appel, ai-je dit à Trevor en retournant dans ma chambre et en fermant la porte. J'ai répondu d'un ton professionnel. Carl Wilson à l'appareil. Stéphanie a dû entendre à travers la porte, car elle est sortie de la chambre d'amis, son téléphone toujours à l'oreille, probablement avec nos parents à l'écoute. Elle s'est approchée, essayant d'entendre les deux côtés de la conversation. Oui, monsieur Edwards. Je vous remercie pour votre appel si rapide, ai-je répondu en ne faisant aucun effort pour baisser la voix. Nous avons examiné les premières preuves que vous avez fournies et je voulais vous informer que nous avons transmis ce dossier au niveau supérieur en raison de la somme en jeu et du schéma d'activité évident. Conformément à nos obligations légales, nous avons informé les autorités locales d'une fraude criminelle potentielle. Le visage de Stéphanie s'est vidé de sa couleur en entendant cela. Trevor, qui attendait dans le couloir, s'est mis à pleurer non pas de ses larmes de manipulation d'auparavant, mais de véritables sanglots effrayés. Je comprends, ai-je dit au représentant de la banque. Que se passe-t-il ensuite? Un officier de police pourrait vous contacter pour prendre une déposition formelle. Les transactions non autorisées seront annulées sous 3 à 5 jours ouvrables une fois que vous aurez signé la déclaration sous serment que nous vous avons envoyée par email. Étant donné le lien de parenté impliqué, vous devez savoir que cela pourrait potentiellement mener à des poursuites pénales. Comprenez-vous cela et souhaitez-vous poursuivre la déclaration de fraude? J'ai regardé Stéphanie droit dans les yeux en répondant. Oui, je comprends, et oui, je souhaite poursuivre. Alors que je raccrochais, on entendait la voix de nos parents crier à travers le téléphone de Stéphanie, demandant ce qui se passait. Elle était devenue complètement livide, la réalité de la situation finissant par s'imposer à elle. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle chuchoté. Tu nous as dénoncés à la police. J'ai signalé une fraude à ma banque, ai-je corrigé. C'est ce que c'était. La banque est tenue par la loi de signaler les activités criminelles potentielles. Ce sont les conséquences naturelles de tes actes, Stéphanie. Mais il pourrait m'arrêter. Il pourrait me retirer Trevor. Sa voix s'est brisée sous l'effet d'une peur authentique cette fois. C'est possible, ai-je reconnu. Les actes ont des conséquences. C'est une notion dont on t'a protégé depuis bien trop longtemps.
notre confrontation a été interrompue par la sonnerie stridente de mon téléphone portable. L'écran affichait « Maman et papa ». J'ai pris une grande goutte de respiration avant de répondre et de mettre le haut-parleur. « Karl, qu'est-ce qui se passe au nom du ciel ?» La voix inquiète de ma mère a résonné dans le couloir. « Stéphanie dit que tu as gelé ses comptes et appelé la police contre eux. Ce doit être un malentendu. » C'est ainsi qu'a commencé la phase suivante de ce douloureux règlement de compte familial, un événement qui allait changer nos vies à tous pour toujours. La conversation avec nos parents ce matin-là a été l'une des plus difficiles de ma vie. Pendant près d'une heure, je suis resté dans mon couloir, le téléphone sur haut-parleur, expliquant méthodiquement tout ce qui s'était passé tandis que Stéphanie alternait entre sanglots, accusations criées et tentatives désespérées de minimiser ce que Trevor et elle avaient fait. C'était juste un malentendu, n'arrêtait-elle pas d'insister. Karl a donné la permission à Trevor d'utiliser la carte pour $10 de collation. Je lui ai rappelé que cela n'équivalait pas à des milliers de dollars de matériel électronique et de projets de vacances. Mon père, toujours le plus pragmatique des deux, a posé des questions précises sur les preuves dont je disposais. Lorsque j'ai mentionné l'enregistrement de sécurité montrant Trevor en train de photographier toutes mes cartes et Stéphanie aidant à cacher les objets achetés, un lourd silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. « Oh, Stéphanie », a fini par dire ma mère, la voix alourdie par la déception. « À quoi pensais-tu » ? Je pensais à offrir à mon fils des expériences normales, a répliqué Stéphanie. Karl a tout cet argent et cette grande maison, alors que nous n'avons rien. Il aurait pu nous aider, mais au lieu de cela, il nous a jugés et nous a fait nous sentir comme des cas sociaux. En le volant, a demandé calmement notre père. C'est ainsi que tu résous les doutes maintenant ? Et tu as impliqué Trevor là-dedans ? La conversation a tourné en rond dans une atmosphère pesante jusqu'à ce que mon père prenne finalement une décision. Nous prenons la route aujourd'hui. Il faut régler cela en personne. Karl, peux-tu suspendre toute action légale supplémentaire jusqu'à notre arrivée ? J'ai accepté à la condition que Stéphanie et Trevor rendent tous les articles restants achetés avec mes cartes et fournissent un compte rendu complet de tout ce qu'ils avaient pris. Nos parents allaient arriver dans la soirée, après 4 heures de route depuis leur résidence de retraite. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence pesant. Stéphanie et Trevor sont restés confinés dans la chambre d'amis, n'en sortant que pour manger ou aller aux toilettes, en évitant tout contact visuel. J'ai travaillé dans mon bureau, rattrapant les emails de clients que j'avais délaissés pendant le verrouillage financier de la veille. Vers 18h ce soir-là, mes parents sont arrivés, paraissant plus vieux et plus fatigués que lors de notre dernière rencontre à Noël. Ma mère m'a serré fort dans ses bras avant de faire de même avec Stéphanie et Trevor, qui étaient sortis de la chambre à leur arrivée. Mon père, toujours plus réservé, m'a serré fermement la main, me transmettant à la fois son soutien et son inquiétude. Nous nous sommes réunis dans le salon, un sommet familial improvisé pour faire face à ce qui s'était passé et déterminer la suite des événements. Ma mère avait apporté un dossier de papier, toujours organisé, et j'ai compris qu'ils avaient passé leur trajet en voiture à préparer cette conversation. Avant de commencer, a dit mon père, sa voix portant cette autorité qui avait marqué notre enfance, je veux que les choses soient très claires. Ce qui s'est passé ici est mal. Stéphanie, Trevor, prendre l'argent de quelqu'un d'autre sans permission, c'est voler. Il n'y a pas d'autre mot. Stéphanie a voulu protester, mais il a levé la main. Je n'ai pas fini. Ta mère et moi avons cautionné ce comportement pendant trop longtemps. Nous sommes toujours intervenus pour régler tes problèmes, Stéphanie. Nous pensions t'aider, mais il est clair que ce n'était pas le cas. Cela s'arrête aujourd'hui. Ma mère a ouvert son dossier. Nous avons préparé un plan, mais tout le monde doit l'accepter. L'alternative est de laisser le processus judiciaire suivre son cours, ce qui pourrait se traduire par des accusations pénales. Elle a regardé Stéphanie droit dans les yeux. Nous ne voulons pas de cela pour toi ou pour Trevor, mais nous ne te protégerons plus des conséquences. Le plan qu'il proposait était complet. Stéphanie devait s'engager dans un programme d'accompagnement financier structuré avec des contrôles réguliers. Elle devait trouver un emploi, n'importe lequel, sous 2 semaines, et commencer à effectuer des paiements de remboursement réguliers à mon attention. Elle devait suivre des séances de thérapie hebdomadaires pour traiter les problèmes sous-jacents qui dictaient son comportement. Pour Trevor, il y aurait à la fois des conséquences et du soutien, 20 heures de travaux d'intérêt général organisés par le biais d'un programme pour les jeunes auxquels mon père était lié, des rendez-vous réguliers avec un conseiller spécialisé pour adolescents. Un système d'argent de poche strictement surveillé pour lui enseigner la responsabilité financière.
Plus important encore, il devait me remettre des excuses écrites sincères et travailler pour rembourser sa part des fonds volés par le biais de corvées et de petits boulots adaptés à son âge. Et vous allez quitter la maison de Karl, a ajouté mon père fermement. Nous avons trouvé un appartement dans un quartier correct qui accepte les locataires ayant des doutes de crédit. C'est petit, mais c'est sûr. Ta maman et moi allons couvrir la caution et le premier mois de loyer. Mais après cela, tu seras responsable de tes propres frais de logement. Les yeux de Stéphanie se sont agrandis. But, comment suis-je censé payer cela alors que je n'ai même pas encore de travail? Alors tu ferais bien d'en trouver un rapidement, a répondu ma mère avec une fermeté inhabituelle. L'appartement est disponible la semaine prochaine. Nous avons signé un bail de 6 mois à nos noms avec des conditions strictes que tu devras respecter. J'ai été surpris par la rigueur et la détermination de mes parents. Pour la première fois, ils ne se contentaient pas de sortir Stéphanie d'affaires, ils établissaient un chemin structuré vers un véritable changement avec une réelle responsabilisation. Et si je refuse, a défié Stéphanie, bien que sa voix manque de conviction. L'expression de mon père s'est faite grave. Alors Karl poursuit ses déclarations de fraude et tu feras face aux conséquences juridiques qui en découleront. Ta mère et moi n'interviendrons pas. Nous t'aimons, mais nous ne cautionnerons plus ce comportement destructeur. La réalité de la situation a semblé enfin percer les défenses de Stéphanie. Ses épaules se sont affaissées et elle a hoché la tête en silence. Trevor, resté particulièrement silencieux tout au long de la réunion, a soudain pris la parole. Et pour papa? Est-ce qu'il sait? Un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Je n'avais pas envisagé le rôle de James dans tout cela, mais de toute évidence, en tant que père de Trevor, il devait être informé. Nous l'avons contacté cet après-midi, a dit ma mère doucement. Cette nouvelle a semblé affecter Stéphanie plus que tout ce qui avait été dit jusque-là. La perspective de perdre du temps avec son fils, la seule personne qu'elle aimait vraiment malgré son éducation défaillante, a fini par briser ses dernières défenses. Je ne voulais pas que les doutes aillent si loin, a-t-elle chuchoté, les larmes coulant sur son visage. Je voulais juste que Trevor ait de belles choses pour que nous ne nous sentions pas toujours comme des ratés. Les biens matériels ne font pas de toi une réussite ou un échec, a dit mon père doucement. Ce sont les choix que tu fais, la façon dont tu traites les autres, ton intégrité, voilà ce qui compte. Nous avons passé les heures suivantes à régler les détails du plan. Mes parents avaient pensé à tout, du transport pour le travail et les rendez-vous de thérapie jusqu'au budget pour l'appartement, et même les dispositions pour un éventuel transfert scolaire de Trevor si nécessaire. Ils avaient contacté des ressources locales pour le conseil financier et la thérapie familiale. De mon côté, j'ai accepté de suspendre les poursuites judiciaires tant que le plan serait respecté et que les paiements de remboursement seraient effectués régulièrement. Je me chargerai d'expliquer à la banque que nous réglions l'affaire en privé, bien que j'ai été honnête sur le fait qu'ils pouvaient toujours décider d'engager des poursuites de leur propre chef. Au fil de la soirée, j'ai eu un moment seul avec Trevor pendant que mes parents discutaient des détails de l'appartement avec Stéphanie. Il était assis sur le canapé, paraissant plus petit et plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Je suis vraiment désolé, oncle Karl, a-t-il dit doucement de lui-même. Maman disait que c'était normal, que tu nous devais ça parce que tu avais plus d'argent, mais je savais que c'était mal quand on le faisait. Pourquoi l'as-tu fait alors, ai-je demandé, par simple curiosité et sans agressivité. Il a haussé les épaules, fixant ses chaussures. Maman s'énerve vraiment quand je ne suis pas d'accord avec elle. Et puis je voulais ces trucs de jeux vidéo. Tous mes copains les ont. Tu sais, Trevor, le matériel n'a pas autant d'importance que tu le penses, lui ai-je dit. Ce qui compte, c'est la personne que tu deviens. Veux-tu être quelqu'un qui prend aux autres ou quelqu'un en qui on peut avoir confiance? Il y a réfléchi un long moment. Je veux qu'on me fasse confiance, a-t-il finalement dit. Est-ce que tu penses que tu me feras de nouveau confiance un jour, oncle Karl? La question m'a pris au dépourvu par sa sincérité. La confiance doit se reconstruire, ai-je expliqué. Cela prendra du temps et demandera des actions régulières montrant que tu as changé, mais oui, je pense que c'est possible. Quand mes parents sont partis ce soir-là, ils ont emmené Stéphanie et Trevor avec eux pour séjourner à l'hôtel en attendant que l'appartement soit prêt. La maison semblait étrangement vide après leur départ. Mais il y avait aussi un sentiment de paix, de limites enfin posées et respectées. En verrouillant la maison pour la nuit, j'ai remarqué quelque chose sur le comptoir de la cuisine, un mot écrit à la main par Trevor. Ce n'étaient pas les excuses formelles prévues dans le cadre de ces sanctions,
mais un texte rédigé de sa propre initiative. Oncle Karl, disait le message dans son écriture maladroite d'enfant de 12 ans. Je suis désolé de t'avoir volé. Je sais que c'était mal. Je vais travailler dur pour te rembourser, même si cela prend beaucoup de temps. Merci de ne pas avoir appelé la police contre nous. Je vais essayer de devenir meilleur. Trevor. Ce n'était pas un dénouement parfait. Des jours difficiles se profilaient, avec des revers et des frustrations tandis que Stéphanie s'efforçait de modifier des habitudes de toute une vie. Obtenu pour la première fois, je me sentais prudemment optimiste quant à la possibilité d'un changement réel, non seulement pour Stéphanie et Trevor, mais pour toute notre dynamique familiale. 6 mois ont passé plus vite que je ne l'aurais cru, apportant des changements que je n'aurais jamais imaginé possibles. Depuis ce fameux matin où je fixais mon application bancaire, le chemin n'a été ni fluide ni facile. Il y a eu des revers, des disputes et des moments où les anciens schémas menaçaient de réapparaître. Mais la transformation au sein de ma famille était indéniable. Stéphanie a trouvé un emploi dans un cabinet d'assurance local dans le délai de 3 semaines fixé par mes parents. Ce n'était pas glamour ni particulièrement bien payé, mais c'était stable, avec des horaires réguliers et des possibilités d'avancement si elle se montrait fiable. À la surprise de tous, y compris sans doute de la sienne, elle a excellé dans cet environnement structuré. Son charme naturel et ses compétences relationnelles, autrefois mis au service de la manipulation, sont devenus des atouts dans un cadre professionnel légitime. Au bout de 3 mois, elle a obtenu sa première petite augmentation et la responsabilité de former les nouvelles recrues. L'appartement trouvé par mes parents était modeste, un logement de 2 chambres dans un quartier populaire avec des écoles correctes et des transports en commun. Après des années à vivre au-dessus de ses moyens, Stéphanie a d'abord tout critiqué, de la cuisine démodée à l'absence de buanderie dans le logement. Mais au fil des semaines, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a commencé à être fière d'aménager son espace, écumant les dépôts-ventes pour trouver des décorations abordables et apprenant des techniques de bricolage de base grâce à des vidéos YouTube. Plus important encore, elle a maintenu une assiduité parfaite aux séances d'accompagnement financier et de thérapie. Le conseiller financier l'a aidé à établir son premier budget réaliste tandis que sa thérapeute abordait les problèmes plus profonds, sa sensation d'avoir droit à tout, sa tendance à blâmer les autres pour ses problèmes et l'insécurité qui alimentait ses valeurs matérialistes. Ces séances n'étaient pas faciles. Elle en sortait souvent épuisée émotionnellement, mais lentement, pas à pas, elle a commencé à changer. Trevor a passé plus de temps avec son père que jamais auparavant, séjournant chez James 1 semaine sur 2. Cet arrangement s'est révélé bénéfique pour tout le monde, James a renoué avec son fils, Trevor a bénéficié de la discipline constante dont il avait besoin, et Stéphanie a eu l'espace nécessaire pour se concentrer sur sa propre reconstruction sans la pression d'une garde à temps plein. Le tribunal a officiellement modifié leur accord de garde pour refléter cette nouvelle réalité, à condition que Stéphanie conserve son emploi et poursuive son suivi psychologique. Trevor a effectué ses travaux d'intérêt général dans un refuge pour animaux local, où il s'est découvert une véritable affinité pour le travail avec les animaux abandonnés. Ce qui avait commencé comme une punition est devenu une activité bénévole régulière qui lui a donné un but et de la confiance en lui. Ses remboursements à mon attention étaient modestes, $20 par-ci, $30 par-là au gagné en promenant des chiens, en tondant des pelousées, par la suite, grâce à un emploi le week-end au refuge. Mais chaque versement s'accompagnait d'un sentiment de réussite bien réel. Ma relation avec eux a évolué prudemment. La confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être restaurée instantanément, mais elle pouvait se reconstruire progressivement par des actes constants. Je leur rendais visite de temps en temps dans leur appartement, apportant de petits cadeaux pour la maison, mais jamais d'argent. Lorsque Trevor passait un week-end chez moi, des limites et des attentes claires remplaçaient l'atmosphère passée d'exigence et de ressentiment. Même mes parents se sont transformés à travers cette expérience. Après des décennies à cautionner le comportement de Stéphanie, ils ont embrassé leur nouveau rôle d'allié bienveillant mais ferme dans sa reconstruction. Ils ont assisté aux séances de thérapie familiale, analysé leur propre schéma de différence de traitement entre leurs enfants et appris des manières plus saines d'exprimer leur amour sans encourager la dépendance. Les premières fêtes de fin d'année après l'incident ont été celles de Thanksgiving, célébrées dans l'appartement de mes parents. L'atmosphère était initialement tendue, chacun s'efforçant d'apprivoiser ces nouvelles dynamiques relationnelles tout en redoutant que d'anciens conflits ne refassent surface. Mais au fil de la journée, quelque chose de remarquable s'est produit, des conversations authentiques ont remplacé la façade d'harmonie familiale qui caractérisait nos réunions depuis des années. Au moment du dessert, Stéphanie nous a tous surpris en levant son verre pour un toast improvisé.
Je veux vous remercier tous de ne pas m'avoir abandonné, a-t-elle dit, la voix ferme malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Surtout toi, Karl. Tu aurais pu me faire arrêter, et honnêtement, je le méritais probablement. Au lieu de cela, tu m'as donné une chance de changer vraiment, pas juste de me faire sauver une fois de plus. J'y travaille encore, mais j'essaie de devenir quelqu'un dont vous pouvez tous être fiers. Trevor, encouragé par l'honnêteté de sa mère, a ajouté ses propres mots, « Je suis désolé moi aussi. Ce que nous avons fait était vraiment mal. Oncle Karl, merci de m'avoir appris que les actes ont des conséquences, mais aussi que les gens peuvent changer s'ils essaient vraiment. Ce n'étaient pas des moments de cinéma de transformation instantanée. » Stéphanie et Trevor luttaient encore parfois avec de vieilles habitudes et d'anciennes attitudes. Mais c'étaient des moments de croissance sincère, de petites victoires dans un parcours plus long vers des relations mais plus saines. Quant à moi, cette expérience m'a forcé à analyser mes propres schémas. Bien que je n'ai pas encouragé Stéphanie de la même manière que nos parents, j'avais évité toute confrontation directe pendant des années, laissant le ressentiment s'accumuler tout en maintenant une relation superficielle. J'ai réalisé que la vraie générosité ne consistait pas à donner de l'argent. Elle consistait à se soucier assez des autres pour fixer des limites, même lorsque cela était douloureux et difficile. Dans les mois qui ont suivi, j'ai développé une nouvelle perspective sur l'abondance financière. Mon épargne rigoureuse et mes habitudes disciplinées avaient créé de la sécurité, mais elles étaient aussi devenues une source de fierté qui m'isolait parfois des autres. J'ai commencé à trouver des moyens d'être vraiment généreux sans encourager la dépendance, accompagner de jeunes professionnels intéressés par la finance, faire du bénévolat pour des programmes d'éducation financière, créer une petite bourse pour les étudiants de première génération à l'université. La leçon la plus profonde est venue d'une source inattendue. Lors d'un des week-ends de Trevor chez moi, nous randonnions dans un parc d'État voisin lorsqu'il a posé une question qui m'a arrêté net. « Oncle Karl, est-ce que tu es toujours en colère contre nous pour ce qu'on a fait ?» J'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. Je ne suis plus en colère, Trevor. J'ai été blessé et déçu, mais je vois à quel point vous travaillez tous les deux pour changer. Cela compte beaucoup pour moi. Il a hoché la tête pensivement, shootant dans des pommes de pin le long du sentier. Maman dit que ce qu'on a fait n'était pas vraiment pour l'argent. Elle dit que c'était parce qu'elle avait l'impression de rater tout ce qu'elle entreprenait, et que te prendre tes affaires lui donnait l'impression de gagner d'une certaine façon. Est-ce que ça a du sens? Sa réflexion, celle de sa mère, en réalité m'a profondément marqué. Oui, cela a beaucoup de sens. Parfois, les gens font des doutes blessantes non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils souffrent à l'intérieur et ne connaissent pas de moyens plus sains de gérer ces sentiments. Je crois que je comprends ça maintenant, a dit Trevor. Ma conseillère dit que c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses, mais que comprendre ne les rend pas acceptables pour autant. C'est très juste, lui ai-je dit, sincèrement impressionné par son évolution. Trevor a souri un instant, ressemblant à l'enfant insouciant qu'il aurait dû être depuis le début. Ouais, enfin, j'ai eu beaucoup de gens pour m'aider à comprendre des choses ces derniers temps. Cette conversation a cristallisé ce que j'apprenais tout au long de ce parcours. La véritable guérison ne vient pas du fait d'oublier le mal ou de prétendre qu'il n'a jamais existé, mais de comprendre ses racines tout en maintenant des limites appropriées. Le véritable amour n'est pas toujours facile ou confortable. Parfois, il est exigeant et ferme, nécessitant des discussions difficiles et une responsabilisation constante. Le conseiller financier en moi avait toujours compris que la véritable richesse venait d'une gestion rigoureuse et de doutes judicieux accumulés avec le temps. Je comprenais maintenant que le même principe s'appliquait aux relations humaines, de petits choix constants privilégiant l'intégrité à la commodité, la responsabilisation à l'esquive et le soutien véritable à la complaisance, ce sont eux qui créent les intérêts composés de liens familiaux sains. $6 300 m'avaient autrefois semblé être une perte dévastatrice. Avec le recul, c'était un investissement dans une transformation, douloureux, mais finalement précieux, qui a changé non seulement Stéphanie et Trevor, mais tout notre système familial. Je vérifie toujours mes comptes tous les matins en prenant mon café. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais maintenant, à côté des chiffres reflétant ma santé financière, je fais aussi le point sur quelque chose de bien plus précieux, des relations bâties sur l'honnêteté, le respect et des limites appropriées, plutôt que sur l'exploitation ou le ressentiment. Il s'avère que c'est le bilan comptable le plus important de tous. Avez-vous déjà eu à prendre une doute difficile entre aider un membre de votre famille et encourager un comportement destructeur?
Quelles limites avez-vous établies dans vos propres relations pour vous protéger tout en protégeant les personnes qui vous sont chères? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Votre histoire pourrait aider quelqu'un confronté à une situation similaire en ce moment. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur les dynamiques familiales et le développement personnel, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que, parfois, la plus belle preuve d'amour est de poser des limites claires. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, le véritable soutien familial consiste à vouloir le meilleur pour chacun, même quand cela exige des discussions difficiles et une croissance inconfortable.